Cette séance de travail est une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu de rencontrer le chef de l'État et échanger avec lui autour de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante causée par l'invasion d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Dans la suite du cardinal s'est trouvée une délégation conjointe restreinte de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo, ECC, avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO, le révérend pasteur André Bokondoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donancier Cholet, secrétaire général de la SENCO, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Les chefs religieux de l'Église catholique et de l'Église protestante ont présenté et remis au chef de l'État un projet de sortie des crises. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention, il a admiré, il a beaucoup apprécié. Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète susceptible de créer un consensus national. Et ce que nous avons aimé, c'est que le chef de l'État est revenu sur deux mots-clés. Le premier, ce qu'il dit, il nous faut la cohésion nationale. Et le deuxième mot-clé, il nous faut la compréhension commune sur le défi qui pèse non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays. Interrogé sur les silences des princes de l'Église sur l'agression, les prélats se défendent d'être dans une posture de rapprochement des partis. Ce silence se justifie par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le cardinal a tout de même lancé un message de compassion à l'endroit de la population de Goma. Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation que vivent actuellement nos frères et sœurs à l'est du pays. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne de l'être humain et qui dure depuis pratiquement 3 décennies. Pour nous, c'est incompréhensible. Voilà pourquoi nous, comme pasteurs, tout en prenant notre responsabilité à aller vers les uns et les autres pour chercher des solutions à cette situation, nous voulons d'abord exprimer notre compassion, notre proximité et aussi notre solidarité avec nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays, notamment à Goma. Les chefs religieux des églises catholiques et protestantes affirment avoir été motivés par les discours du chef de l'État à la nation lancés sur la cohésion nationale. Une question peut-on utiliser la 31e édition du forum Investir en Afrique Mining Indaba pour dénoncer l'agression de la RDC par le Rwanda sur fond d'exploitation illégale de ses ressources minières. La première ministre de la RDC l'a fait ce lundi lors de la cérémonie de l'ouverture. Ces propos à suivre dans votre journal. À Beni, au Sud Kivu et dans le Kwilu, de mobilisation a été organisée pour encourager le jeune à intégrer l'armée pour la défense de la mère patrie. 2 images à suivre dans le corps de votre journal. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. Par visioconférence, et lundi, la première ministre de la RDC s'est exprimée à l'ouverture de la 31e édition du forum Investing in Africa Mining Indaba qui s'y tient en Afrique du Sud. Une rencontre qui s'y tient dans un contexte particulier de l'agression de la RDC par le Rwanda. Chimendondo Pompomba et Joe Patrick Koukou. C'est avec une gravité ressentie et une émotion profonde que je m'adresse à vous en cette journée solennelle, marquant l'ouverture de la 31e édition du forum Investing in African Mining Indaba. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce moment où je m'adresse à vous, les cris de détresse résonnent à travers mon pays, portés par une douleur indicible. La République démocratique du Congo, notre patrie, est de nouveau frappée par une guerre inhumaine et lâche, orchestrée par la barbarie du régime rwandais actuel. Cette guerre
alimentée par des intérêts étrangers, a dévasté des milliers de victimes innocentes, laissant derrière elles une traînée de souffrance et de désespoir parmi nos populations. Cette 31e édition du Forum Indaba Mining se tient dans un contexte particulier pour mon pays, dans la mesure où elle démontre la pertinence de l'engagement pris par son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à rechercher la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Il en est de même de la lutte contre le pillage des ressources minérales à l'est de mon pays. En lien avec l'objectif de ces assises, il est essentiel de souligner que la République démocratique du Congo, grâce à sa position géographique privilégiée au cœur de l'Afrique et à ses ressources naturelles uniques, occupe une place géostratégique qui incarne une véritable espérance pour la planète entière. Non seulement cette position est cruciale pour la transition énergétique mondiale, mais elle est également déterminante pour la protection de l'environnement. Le pays aspire ainsi légitimement à contribuer à une transition énergétique juste en s'appuyant sur ses abondantes ressources en minerais stratégiques. Nous avons entre nos mains l'opportunité unique d'écrire une nouvelle page de l'histoire minière africaine où nos ressources naturelles seront les vecteurs du développement humain pour un avenir continental plus radieux. Mon pays est prêt à relever ce défi avec une ambition renouvelée de faire de son secteur minier le levier du développement socio-économique de l'Afrique entière. Dans le sud Kivu, le vice-gouverneur de province a encouragé le jeune de Sikouin de la RDC à s'enrôler massivement dans l'armée pour la défense de la mère patrie. Regardez. Le temps s'est arrêté à Baraka, l'une des nouvelles villes de la province du Sud Kivu, ce dimanche 2 février 2025, lors de l'arrivée du député national et vice-gouverneur de la province, Maître Jean-Jacques Elakano. Arrivé après un périple dans les villages surplombant la route nationale numéro 5, le leader des Fizi a été accueilli chaleureusement par une foule immense composée des autorités locales, des habitants du millier, des Maïmaï et des Wazalendo. Nommé Djogo Ladjidji, il a délivré un message clair. L'appui indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, la sensibilisation des jeunes à rejoindre l'armée pour défendre la patrie, l'appel aux Wazalendo et Maïmaï à combattre aux côtés des forces nationales et à chasser les M23 et ses alliés sur le sol congolais. J'ai été envoyé par son Excellence Monsieur le gouverneur de la province avec la bénédiction de la haute hiérarchie pour venir apporter un message clair à la population. Que nous devons faire la résistance. Ce territoire, le territoire de Fizi, se trouve être le bastion de Wazalendo. Toutes les guerres n'ont pas réussi à traverser ce territoire. Et donc ici, il y a des vaillants, des réserves capables d'aider la République et la province. Tous ces jeunes ont finalement accepté de combattre aux côtés des FARDC. Rendons-nous à Béni, où la population était dans la rue pour dénoncer l'agression rwandaise sur le sol congolais. De messages forts ont été lancés pour en finir définitivement avec cette barbarie de Paul Kagame. C'est dans un climat de deuil que tout est parti du rond-point NRA, à passer par le rond-point du 30 juin, où des milliers d'habitants, dont les jeunes et les femmes, ont répondu favorablement à la marche pacifique organisée par la société civile Forces Vives de Béni et ses composantes. Aux côtés du maire de Béni, du bourgmestre et quelques députés, la population de Béni a remis à l'esplanade de la mairie un mémo et une enveloppe d'argent pour appuyer les FARDC et les Wazalendo. Plusieurs recommandations ont été formulées au gouvernement congolais et à la communauté internationale par la population de Béni. Il suffit de dire que la société civile de la ville de Béni condamne la complicité de la communauté internationale et de sa double face qui dénote non seulement de la balkanisation mais aussi et surtout du pillage des ressources naturelles de l'attitude de ces citoyens. Au regard de ce qui passe, la société civile recommande ce qui suit au Conseil de sécurité des Nations Unies que
cesser avec les doubles faces et la complicité et d'imposer la paix à travers une résolution contraignante sanctionnant les pays agresseurs, les Rwandais et ceci petits. Pour rappel, cette marche était aussi l'occasion pour les autorités et la population d'être solidaires avec la ville de Goma. Carnage humanitaire à Goma, à Kinshasa, de leaders, de jeunes peaufines déjà de stratégie pour mettre fin à l'agression rwandaise sur le sol congolais. Les autres détails dans ces récits de Tété Boumouja. Les leaders des jeunes congolais, toutes tendances confondues et épris du patriotisme, se sont réunis dans un conclave pour réfléchir et émettre une opinion d'ensemble sur la situation des paix et sécurité en République démocratique du Congo, examiner l'action du gouvernement vis-à-vis des questions de la jeunesse et la contribution des leaders des jeunes au débat citoyen sur le projet de révision, changement ou non de la Constitution. Les leaders des jeunes congolais expriment leur solidarité aux compatriotes habitant l'Est de la République démocratique du Congo, meurtris par cette agression, et exhortent le gouvernement de tout mettre en œuvre pour assurer la protection et ses citoyens et de libérer nos territoires occupés. Le leader des jeunes congolais considère le Conseil national de la jeunesse comme interface par excellence pour interagir avec le gouvernement en vue de l'avancement du plaidoyer sur la participation de jeunes. De ces faits, il est plus qu'urgent d'y mettre de l'ordre par l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire et élective pour accorder de la légitimité à ces animateurs du bureau. Les jeunes Congolais exhortent par la même occasion les acteurs politiques de la majorité et opposition ainsi que ceux de la société civile de se concentrer sur les urgences de la patrie. Une activité qui a été rendue possible grâce au projet Tufaulu Pamoja, entendez, réussissons ensemble avec l'appui financier de l'ambassade de Suède à Kinshasa à travers CAFOD. En province, ils ont choisi la rue pour inviter la population à s'enrôler massivement dans l'armée dans la province de Mongala. Le membre cadre de la fédération du parti politique agissant pour la République ont exprimé leur soutien au FARDC. Un récit de Dieu merci Kanza et Eric Kabamba. C'est un appel à la mobilisation et à l'enrôlement massif au FARDC afin de soutenir le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les efforts consentis face à l'agression barbare du M23 et le Rwanda dans la province du Nord Kivu. Initié par le ministre de l'aménagement du territoire et autorité morale de la REP, Maître Guy Luandomboyo, à l'intention de membres et cadres de son parti politique agissant pour la République à travers cette opération dénommée Agissant pour la patrie et suivie à la lettre par le secrétaire général de la REP, Maître Camille Richard Kalele, et mise en exécution par le fédéraux. C'est dans cette logique que la fédération de la REP de la province de la Chouapa s'est mise à la contribution pour dire non à cette menace du M23. Chers compatriotes, la situation sécuritaire à l'est de notre pays doit interpeller tous les hommes épris de paix, car elle plonge des millions de nos concitoyens dans l'incertitude et la souffrance. À cette occasion, une marche de soutien et de réconfort moral au FARDC et de compassion à la population de Goma meurtrie a été organisée par la fédération de la REP Chouapa, accompagnée du gouverneur de la province. Nous vous proposons à présent de suivre ces résumés de réactions de Congolais au sujet de l'agression rwandaise sur le sol congolais. La RDC est un et indivisible. Suite aux actes de barbarie des ennemis de la paix dans notre pays, les couleurs ont réagi par l'entremise de la mairie de la ville de Bandundu qui a organisé une marche de soutien au FARDC ce samedi 1er février 2025. Pour exprimer leur solidarité envers les compatriotes se trouvant dans la zone de combat, la population de Bandundu et ses environs. Notons que cette dernière a observé une journée sans activité, pas de vente au marché central, bureau de services de l'État fermé, ainsi que les établissements scolaires publics. Le maire de la ville, le pasteur Moïse Monchengo, a lancé un message fort. Sur ordre du chef de l'État, Félix Tshisekedi, je demande à la jeunesse d'intégrer les forces armées congolaises afin de combattre et gagner
cette guerre injuste. Tous, membres des comités de gestion et l'ensemble du personnel académique des établissements d'enseignement supérieur universitaire de la ville de Bandundu, nous sommes réunis ici pour manifester notre soutien indéfectible à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et garant de la nation congolaise, qui s'est debout jour et nuit pour garantir la souveraineté de notre pays et l'intégrité de notre territoire national. Lors d'une célébration eucharistique à Kikwiti, plutôt, l'évêque du diocèse de Kikwiti a exhorté le fidèle catholique à soutenir le FARDC, le patriote Ouazalendo. C'est un appel pressant lancé par l'évêque du diocèse de Kikwiti lors de cette célébration eucharistique à l'occasion de la fête de la présentation de Jésus-Christ au temple. Un appel à tout le belligérant de l'Est de la RDC de libérer la paix dans cette partie de la RDC aussi pour le Mobondo. Arrêtez la guerre et libérez définitivement la paix. Engagez-vous pour toujours dans des processus de pardon et de réconciliation, dans la vérité et dans la justice, que jamais personne n'ose prendre sur lui la grande responsabilité d'entraîner notre pays, la République démocratique du Congo, dans un cycle de guerre ethnique. Cette population a besoin de la paix et non de sang, martèle l'évêque. Selon lui, les anges chantent gloire à Dieu aux cieux et paix aux hommes sur la terre. Une minute de silence a été observée en mémoire de victimes de cette agression barbare de l'homme de Kigali. En cette même occasion, le consacré ont disposé une enveloppe pour envoyer aux Congolais qui souffrent dans l'Est de la RDC. Plus de 10 congrégations masculines et féminines ont pris part à cette célébration eucharistique que l'évêque a célébrée en la cathédrale Saint-François. Lancement ce lundi de 5 projets du programme d'appui au développement rural. Cette assise est organisée par le ministère national du développement rural. Le programme d'appui au développement rural PADER est officiellement lancé par le ministre d'État, ministre du Développement rural, Moïndo Nzangi Butondo, qui a saisi l'occasion pour indiquer que ce programme comporte 5 projets phares déjà validés par le Conseil des ministres. Ils vont bénéficier du financement du gouvernement congolais à travers la cellule des financements en faveur des États fragiles. Les 5 premiers projets que nous avons lancés aujourd'hui, c'est le projet de voies navigables, le projet de l'entretien des routes et des dessertes agricoles, le projet des maraîchers, le projet des agrégateurs en milieu rural et puis le projet d'adduction d'eau potable en milieu rural, les 5 premiers grands projets. Et je voudrais vous dire que le portefeuille de projets va continuer à augmenter. Nous avons signé avec le ministre des Finances pour que ce projet, ce portefeuille soit géré par le développement rural et la CFF pour la partie financière. Et nous croyons que c'est un système innovant qui va nous aider à être plus efficaces dans le cadre des interventions que nous faisons en milieu rural, puisqu'ici c'est globalisant. On va le faire partout, dans tout le pays au même moment. Les participants, dont les ministres provinciaux et certains députés nationaux, expriment le vœu de voir ce programme rayonner dans leurs différentes entités de base pour améliorer les conditions de vie en milieu rural. Nous allons poursuivre. 2 avancées significatives enregistrées dans le secteur des infrastructures routières dans le Haut-Ouélé. Le travaux de réhabilitation de routes reliant le territoire de Faradji, Dungu, Niangara et Rungu avancent. Le désenclavement de la province du Haut-Ouélé cadet des soucis du gouverneur. Lors de sa mission d'itinérance, Jean Bakomi Togambo inspecte les travaux de réhabilitation de la route provinciale 426, la plus longue car relie 5 territoires sur les 6 que compte son entité et dont le financement émane du trésor public provincial. D'abord dans son tronçon Faradji Dungu. Nous allons les pousser à aller encore un peu plus vite parce que d'ici 3 mois la pluie va reprendre. Il faut rapidement commencer à recharger, à compacter, à pratiquement réhabiliter
réhabiliter la route tout en insistant sur le fait qu'il faut veiller à la canalisation des eaux. Ensuite, dans celui allant de Dungu jusqu'à Isiro, en passant par Nyangara et Rungu à plus de 400 km. C'est un travail exceptionnel. Je voudrais vraiment jeter des fleurs à cette entreprise et à son directeur général, M. Kenda Ogu. C'est ça le patriotisme. Il a répondu à l'appel du chef de l'État. Vous avez vu vous-même comment le dégagement s'est fait, l'ensoleillement, l'épluchage des bourbiers et maintenant le rechargement va commencer. C'est extraordinaire, c'est encourageant à aller de l'avant pour qu'il arrive très rapidement à Isiro et ça va soulager toute la province et plus particulièrement les territoires de Rungu, Dungu et même le territoire de Nyangara. Les travaux sur ce deuxième tronçon s'effectuent aussi à la grande satisfaction des usagers. Félicitations au gouverneur. Semaine à Sima, so talinga na lekanaka na saki accident na nzelao. Cette fois-ci naza koleka à l'aise vraiment nzambe bakisele bokonzi ne peut pas mbouler lisusu parce que et puis si biso moi fierté vraiment to tambola beauté comme ça makamonete na suka vraiment ko zakito. À cette heure de là ils Le passage du gouverneur Jean Bakomi Togambu dans ce chantier est un véritable réconfort moral pour son personnel. C'est une étape significative pour l'industrie aurifère artisanale de la région dans le Basuélé. Son gouverneur a inauguré le 31 janvier 2025 le bureau de DRC Gold Trading à Bouta. La production artisanale d'or de la province du Basuélé a démontré une performance accrue dans 2 semaines. Elle parvient à réaliser plus de 40 kg d'or achetés. La cérémonie de la première exportation officielle d'or de la société DRC Gold Trading SA, succursale de Bouta, a été présidée par le gouverneur du Basuélé, Mike Mouken David Amessi, le vendredi 31 janvier 2025. Le représentant du directeur général de DRC Gold Trading SA, M. Aimé Bissimois, présente les avancées déjà enregistrées par cet établissement. La mission de DRC Gold Trading SA pour l'année en cours est de ramener dans les circuits officiels un minimum de 16 tonnes d'or représentant à peu près 1,3 milliard de dollars américains. Notre souhait est que les Basuélés prennent la grande part dans cela. Le gouverneur du Basuélé, Mike Mouken David Amis, a rendu les hommages au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir initié ce projet afin de permettre à notre province de profiter de sa richesse. À mon arrivée à la tête de la province, je me suis promis de corriger cet état de choses et de faire bénéficier à la province des fruits de ses richesses telles que contenues dans mon programme d'action du gouvernement, dans son pilier de diversification de l'économie, accélération de la croissance et promotion de l'emploi. Axe stratégique 2, rationalisation de la production minière. Signalons qu'après le site Kivu et le Tanganyika, le Basuélé est la 3e province à exportation d'or artisanal en République démocratique du Congo par la société DRC Gold Trading SA. Dans un autre registre, un pont d'une capacité de 35 tonnes jeté dans l'une des rivières de la province de Sankuru, une avancée pour une meilleure mobilité saluée par la population. Ce pont au Rio, jeté sur la rivière qui porte le même nom au village Ouila, à Baya, situé à 110 km de la ville de Lodja, d'une dimension de 23 sur 4 mètres, avec une capacité de 35 tonnes, construit avec l'expertise de l'Office des routes, a été financé par le professeur Jean-Louis Essambo Kangaché. L'inauguration a été présidée par le gouverneur de la province de Sankuru, Victor Kitenge Kanyama, en présence de différentes personnalités politico-administratives, notamment les ministres provinciaux, l'administrateur de l'Odja, DP de l'Office des routes, les chefs de secteur de Ahamba Mengue et le Timba. Je vous assure qu'ils ne sont pas très nombreux. De cette occasion pour lancer un appel vibrant à chacun d'entre nous, les Sankurois. La charge du Sankuru, ce n'est pas sur un individu, au défi multiple qu'il y a au Sankuru. Voilà, le professeur a compris. Cet ouvrage d'intérêt communautaire va faciliter le trafic pour l'évacuation des produits des dessertes agricoles et la jonction des deux territoires, Lodja et Lomela.
Dans la capitale, après avoir sollicité une audience auprès du président de la République, la conférence épiscopale nationale SENCO et l'église du Réveil au Congo ont été reçus par le garant de la nation. La SENCO et l'ECC étaient venus proposer au président Félix Tshisekedi un plan de sortie de crise tout en appelant à la cohésion. Regardez. Cette séance de travail est une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu de rencontrer le chef de l'État et échanger avec lui autour de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante causée par l'invasion d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Dans la suite du cardinal s'est trouvée une délégation conjointe et restreinte de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo, ECC, avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO, le révérend pasteur André Bokondoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donancier Cholet, secrétaire général de la SENCO, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Les chefs religieux de l'Église catholique et de l'Église protestante ont présenté et remis au chef de l'État un projet de sortie de crise. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention, il a admiré, il a beaucoup apprécié. Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète susceptible de créer un consensus national. Et ce que nous avons aimé, c'est que le chef de l'État est revenu sur deux mots-clés. Le premier, ce qu'il dit, il nous faut la cohésion nationale. Et le deuxième mot-clé, il nous faut la compréhension commune sur le défi qui pèse non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays. Interrogé sur les silences des princes de l'Église sur l'agression, le prélat se défend d'être dans une posture de rapprochement des partis. Ce silence se justifie par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le cardinal a tout de même lancé un message de compassion à l'endroit de la population de Goma. Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation que vivent actuellement nos frères et sœurs à l'est du pays. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne de l'être humain et qui dure depuis pratiquement 3 décennies. Pour nous, c'est incompréhensible. Voilà pourquoi nous, comme pasteurs, tout en prenant notre responsabilité à aller vers les uns et les autres pour chercher des solutions à cette situation, nous voulons d'abord exprimer notre compassion, notre proximité et aussi notre solidarité avec nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays, notamment à Goma. Les chefs religieux des églises catholiques et protestantes affirment avoir été motivés par les discours du chef de l'État à la nation lancé sur la cohésion nationale. Tout à fait. Autre chose, mutualisation de forces de veufs et veuves de professeurs dans la lutte pour leurs droits. Ils ont désormais une structure pour parler en leur nom. Eric Kabamba. C'est dans un contexte de sentiments partagés entre tristesse et joie que ces veuves et veufs des professeurs de l'université de Kinshasa se réunissent pour la toute première fois au sein de leur nouvelle structure qui vient de voir le jour. Ensemble, au cours de cette première rencontre, ils ont échangé et discuté sur les différents mots qui dérangent la colline inspirée. Cette structure, c'est pour bien défendre nos droits prescrits par les textes officiels. Les mamans sont abandonnées à elles-mêmes. Les mamans ne parviennent pas à toucher ce à quoi elles ont droit, c'est-à-dire les droits prescrits par les textes officiels. Cette nouvelle association est un groupe restreint qui ne réunit exclusivement que des veuves et veufs de professeurs de cette université. Nous sommes tout simplement concernés par les veufs et les orphelins des décédés. Donc des agents qui ont perdu leur vie en cours de carrière, pas de pensionnés. Nous demandons
aux hommes et aux femmes de bonne volonté de prêter une oreille attentive à nos cris de détresse. Parce que, laissez-moi vous le dire, les veuves et les veufs sont dans la misère. Cette mutualisation des forces traduit l'engagement de ces femmes et hommes à donner un coup de force à cet alma mater pour son bon fonctionnement. Et puis, c'est communiqué de la vice-primature, ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, destinataire, agents et fonctionnaires de l'État. Le cabinet du vice-premier ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public constate que depuis ces week-ends, de tracts et messages anonymes circulent en boucle sur les réseaux sociaux appelant à une journée ville morte. C'est mardi 4 février 2025 à l'arrêt des activités dans tout le service public ainsi qu'à une marche de contestation contre les mesures prises lors du dernier conseil de ministres. Le cabinet du vice-premier ministre en charge de la fonction publique alerte les agents et fonctionnaires de l'État contre une telle démarche d'intoxication et de manipulation, œuvre des ennemis de la République qui cherchent sans nul doute à paralyser les institutions de la République et à créer une fracture de la solidarité nationale pourtant nécessaire en ces temps difficiles. Le cabinet du vice-premier ministre en charge de la fonction publique invite donc chaque agent et fonctionnaire de l'État à se désolidariser de ces genres de manœuvres déstabilisatrices et à noter que la journée du 4 février 2025 reste ouvrable comme de coutume conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Face à la situation dramatique qui prévaut dans l'est de notre pays, marquée par l'agression injuste et barbare de l'armée rwandaise, le cabinet rappelle que ces mesures de salut public de surcroît provisoire qui ne consistent nullement à opérer de coupe sur la rémunération des fonctionnaires vise essentiellement à répondre à la nécessité d'assurer un appui substantiel à nos vaillants FARDC ainsi qu'aux opérations militaires en cours. Dans cette occurrence, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique tient à remercier tous les bons syndicaux qui, prenant la mesure de la gravité de la situation, ont levé l'option par leurs divers communiqués de suspendre tout mouvement de grève en vue d'apporter leur soutien aux FARDC et exprimer leur solidarité aux populations meurtries de l'Est de notre pays. Enfin, Jean-Pierre Liaou rappelle que, comme en temps de paix qui plus est en temps de guerre, le dialogue social demeure et doit demeurer la seule arme pouvant nous aider à résoudre nos divergences de vue. Le porte des institutions restant ouvertes à tous les représentants syndicaux pour échange sur le voie et moyen de préserver la solidarité nationale conformément aux orientations de l'autorité suprême. Il demande en conséquence à tous les responsables du service de veiller au strict respect des orientations faites à Kinshasa le 3 février 2025, le cabinet. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis.